Bonsoir Pierre-Paul. Au sommaire des floralies, je crois que vous allez commencer par des fleurs. Oui. Vous avez raison, il faut se Cette saison. toujours. Voilà, cette saison. Et puis après, on va parler beaucoup taureau avec une énorme blessure, celle de José Tomás au Mexique. Oui, des images très impressionnantes. Très impressionnante. Également des cornades du côté de chez nous à Saint-Martin-de-Crau. Accrochage en tout cas. Accrochage en tout cas. Et puis également du côté des raseteurs. Donc un journal très taurin. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose donc d'ouvrir ce journal sur une note légère et printanière avec un rendez-vous qui a conquis un grand nombre de visiteurs ce week-end au domaine de Campugé. Les floralies ont permis aux curieux de décliner les sensations visuelles, olfactives, tactiles, gustatives et sonores au contact de végétaux magnifiquement mis en valeur. Une autre manière pour les citadins de recontacter la nature dans ce qu'elle a de plus précieux, des végétaux en habit de lumière. C'est ce que nous propose Nicolas Pinchino dans ce sujet. Si le domaine de Campugé à Montduel est connu pour son vin, ce week-end des 24 et 25 avril 2010, ce sont les floralies qui auront attiré près de 4000 personnes. Une opération réussie pour Franck Lindal qui souhaitait ouvrir le parc du domaine aux visiteurs. Montrer un petit peu que notre région et puis notre commune Montduel a un patrimoine assez fantastique et l'ouvrir à tout le monde. Sur le thème des fleurs, le mariage des arômes des fleurs et des arômes des vins, on a ici 42 exposants avec plein de fleurs, plein de plantes, des spécialités aromatiques, des roseraies magiques, voilà un peu de tout en fait. Excusez-moi. Oui. Vous mettez menthe pomme, menthe pamplemousse, oui. Mais est-ce qu'elles ont le goût du pamplemousse? Tout à fait. On va commencer par la menthe bergamote, toucher là, sentez là. Ça pour l'été c'est extraordinaire. Ah ouais. Menthe pamplemousse. Là, ça c'est des variétés assez rares quand même, hein. Qu'on trouve pas facilement. Hein. Ben, en ce moment, on a des très beaux bougainvilliers, des grandes pièces. Donc, si vous voulez regarder, on a des grandes plantes pour le jardin, pour la terrasse, plantes grimpantes, donc bougainvilliers, après des polygalas, des bégonias. Donc, vraiment un assortiment de plantes fleuries. Des parterres de fleurs sous les arbres centenaires du domaine, le public n'est pas resté insensible au charme et passé une après-midi loin du bruit de la ville. Je m'aperçois que les gens ont besoin de découvrir comme ça des choses, de se rendre compte que près de chez eux il y a des belles choses, avec des gens qui essaient de le montrer et de l'entretenir, et donc ça c'est bien. Une opération qui au vu du succès devrait être reconduite l'année prochaine. Acteur indissociable de la lutte contre la faim et de la précarité en France, les 79 banques alimentaires ont distribué en 2009 plus de 88 000 tonnes de denrées pour une valeur totale de 269 millions d'euros à quelques 4 919 associations et organismes sociaux. Au total, ce sont 740 000 personnes qui ont pu bénéficier de cette aide alimentaire qui s'est traduite par une proposition de 176 millions de repas. Dans le Gard, cette action a été mise à l'honneur la semaine dernière par le préfet du Gard qui a rappelé l'importance et la légitimité des banques alimentaires qui reçoivent également le soutien de l'État. Tous les détails sur cette visite dans ce reportage signé Nadège Claes. Le président de la Banque alimentaire du Gard, Michel Fallour, a convié vendredi matin le préfet à la visite de ses locaux du marché Gard, ainsi qu'à la rencontre de ses bénévoles. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir répondu à son invitation et de venir constater le dynamisme de la Banque alimentaire, de tout le réseau qui est en amont et en aval, d'avoir rencontré aussi des bénévoles qui travaillent ici dans ce magnifique entrepôt. Donc c'est cela que je suis venu ce matin saluer et puis écouter naturellement tous ces acteurs de terrain et leur dire mon admiration et ma reconnaissance. La Banque alimentaire est une association à but humanitaire visant à nourrir les plus démunis tout en luttant contre le gaspillage de nourriture grâce à un partenariat avec 4 principales sources d'approvisionnement. L'industrie agroalimentaire, la grande distribution, l'Union européenne et le grand public. C'était important pour moi de venir ici
témoigner de l'intérêt naturellement que l'État porte à cette démarche, qu'il appuie d'ailleurs financièrement, et puis interroger les bénévoles sur les évolutions. L'association a 24 ans d'existence et compte aujourd'hui 60 partenaires qui financent et offrent toutes sortes d'aides pour l'évolution et la durée de vie de l'organisme. Quelques informations politiques, Christophe. En effet, Pierre-Paul, un peu plus d'un mois après les élections régionales, le paysage politique régional retrouve certaines de ses marques. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ancien conseiller régional communiste Jean-Marc Coppola va retrouver ce jeudi sa place à l'hôtel de région. En effet, celui-ci va bénéficier de la démission de Stéphanie Van Muysen, conseillère municipale communiste d'Arles, placée devant lui sur les listes de Vaucluse. Rappelons que la liste du Front de gauche avait dépassé les 5% en PACA, un score qui lui avait permis de fusionner avec les listes du président sortant Michel Vauzel et d'Europe Écologie. Et c'est quelque chose qui avait été un peu prémédité entre tous les deux. Voilà, Jean-Marc Coppola essayant de tirer la liste dans le Vaucluse jusqu'à lui, et une opération qui n'avait pas marché. On ouvre une page taurine. Avec des images très spectaculaires, âme sensible s'abstenir, avec la très grave blessure infligée par un taureau de Pepe Garfias à José Tomás samedi lors d'une corrida organisée dans les arènes d'Aguascalientes au Mexique. Aujourd'hui totalement hors de danger selon son apoderado Salvador Boix, José Tomás demeure dans un état très stable et sous respiration assistée à l'hôpital Miguel Hidalgo où il a été transféré samedi soir pour 72 heures d'observation après 3 heures d'opération à l'infirmerie des arènes. Touché sur la partie supérieure de la cuisse gauche, José Tomás a reçu un coup de corne de 17 cm de profondeur qui lui a perforé l'artère et la veine fémorale, ainsi que l'artère iliaque, perdant plus de la moitié du sang que tout être humain a dans son corps, a souligné le chirurgien cardiologue Alfredo Ruiz Romero. 8 litres de sang ont ainsi été transfusés à José Tomás, dont le coup de corne est semblable à celui qui avait coûté la vie à Pacuri il y a 25 ans. Interrogé par l'agence Mundo Toro, le chirurgien des arènes de Séville, Ramon Villa, alors que l'on voit ici le père de José Tomás en pleurs, a affirmé que 7 mois seraient nécessaires au rétablissement total du torero. Rappelons que José Tomás, qui a pris l'alternative dans les arènes de Mexico en 1995, avait déjà reçu l'année suivante un très grave coup de corne dans les arènes mexicaines d'Otlan de la Grana, à l'issue duquel les médecins l'avaient temporairement annoncé en état de mort clinique. On découvre sur ces images tournées par la télévision locale d'Aguascalientes les larmes du père du torero, les traces visibles sur le chemin de l'infirmerie de la très forte hémorragie. On est à la télévision mexicaine, on a bien Exactement. compris. Donc une télévision avec laquelle on a déjà échangé des images. Totalement. Christophe, donc c'est pour ça qu'on peut vous les présenter ce soir. Et effectivement, pour ceux qui doutent encore de la dangerosité de la pratique de la tauromachie, je crois que là, les images sont très claires. Et un José Tomás qui est absolument surpris par le mouvement du taureau. Oui, sur la sortie de la passe, José Tomás qui n'a pas, on va dire, alors qu'on voit ici le transfert de José Tomás sur la civière depuis l'infirmerie des arènes vers l'hôpital Miguel Hidalgo, qui a été immédiatement placé sous respiration ventilée et qui n'a pas, alors que je vous parle, repris connaissance, on le précise. Il est toujours maintenu dans le coma. Oui, tout à fait. On voit ici donc José Tomás, on a vu son père, on a vu également Joaquim Ramos, son administrateur, ainsi que son entourage, Salvador Boix, autour de la voiture qu'il a transféré à l'hôpital Miguel Hidalgo. C'est la plus grave blessure de José Tomás depuis ses débuts. Et pourtant, il en a reçu plusieurs, des blessures extrêmement graves au cours de sa carrière. José Tomás, on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. L'immobilisme, ça a des limites, cher Christophe. Oui, mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est l'importance de l'hémorragie qui s'est traduite, on l'a vu sur ces images, sur le chemin qu'il menait vers l'infirmerie, la nécessité de lui transfuser 8 litres de sang. C'est l'artère qui a été touchée et ça a des incidents jusqu'ici, bien sûr, cette blessure de José Tomás. Tout à fait. Lorsque José Tomás est blessé, c'est toute la planète taurine qui est secouée. Une nouvelle qui tombe plutôt mal pour les fidèles des arènes de Nîmes. C'est en effet ce matin qu'ont débuté les ventes et des places séparées au guichet de la rue de la Violette pour la feria de la Pentecôte, avec de nombreux aficionados qui étaient venus justement récupérer leur précieux sésame pour la corrida du 20 mai.
où était annoncé José Tomás, une absence vraisemblable du maestro de Galapagar, même si celle-ci n'a pas encore été officialisée par l'entourage de l'intéressé et qui a laissé un goût d'amertume à celles et ceux qui s'étaient levés tôt ce matin. Olivier Michel les a rencontrés. Oui, je l'ai appris ce matin, en fait, très tôt. Mais on croit toujours au miracle et on espère que rien n'est définitif. Je viens de l'apprendre à l'instant en discutant avec mes voisins. Là. Je suis en train de l'annoncer à mon fils. De 4 à 10 heures, heure d'ouverture de la billetterie des arènes, un seul nom était sur toutes les lèvres des aficionados, José Tomás. La nouvelle de la blessure du torero a alimenté les conversations d'une file d'attente pour le coup réduite. Preuve que celui qui sur son simple nom remplit les arènes peut aussi les vider. Vous avez appris ça quand la nouvelle pour José Tomás? Ce matin. Hein. Ce matin. Et si vous l'aviez su hier? Mais je ne serais pas venu. Ah, je ne le savais pas. Autrement, je ne serais pas venu. Oui, sinon j'aurais pas fait la queue ce matin sans lui, quoi. Et je suis déçu parce qu'il y a 2 ans, j'avais payé un supplément pour pouvoir assister à sa corrida. Il a été blessé, il n'est pas venu. Et je viens ici prendre des places et il ne vient pas encore. Alors décidément, je ne pourrai jamais le voir parce qu'il refuse les corridas télévisées. Alors. Oui, je pense que je n'irai pas à la corrida qui était prévue pour ça. Non, chaque année je viens voir 3 ou 4 corridas. Ça m'a pas gêné, non, pas plus que ça. C'est un peu embêtant parce que j'aurais bien aimé le voir. Mais bon, surtout qu'il se rétablisse bien, surtout ça. Et puis on le reverra plus tard, j'espère. Je la regrette, c'est sûr, surtout pour lui déjà. Mais je pense qu'il va être remplacé par une figure, ceci. La direction des arènes de Nîmes attend pour l'heure l'annulation officielle de l'apoderado de José Tomás et n'a de ce fait pas annoncé le nom du remplaçant qui alternera jeudi 20 mai aux côtés de Sébastien Castella et Julio Aparicio. On a pris des places quand même ce matin. Le torero qui remplacera, selon toute vraisemblance, José Tomás, c'est forcément quelqu'un d'une figure également. Voilà, de catégorie égale ou supérieure. Et alors, comme on sait que Simon Casas a quand même réuni pour cette feria les plus grands noms de l'escalafon, on imagine que c'est très certainement un torero qui est déjà engagé pour cette feria et qui pourrait faire compléter le cartel supplémentaire. Enfin, en tout cas, c'est votre hypothèse. C'est ce qui s'était passé en 2008 lorsque José Tomás n'avait déjà pas pu participer à la feria de Pentecôte et c'est El Juli qui avait pris sa place. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, on vous donnera des nouvelles de José Tomás dès qu'on en aura. On reste dans la planète taureau avec le prochain Graine 2. Et oui, avant d'ovationner les stars de l'arène, tout a un début et depuis 6 ans maintenant, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole s'implique tout particulièrement pour aider les apprentis toreros et raseteurs dans les écoles taurines de la région. Et c'est justement aujourd'hui qu'a été présentée l'édition 2010 de Graines de Torero et Graines de Raseteurs, opération populaire de promotion de la culture taurine au sein des communes de l'agglo. Un savant mélange d'apprentissage et de transmission des tauromachie auxquels ont été greffés des concours d'abrivado ainsi que des démonstrations de courses landaises. Une nouvelle édition toujours empreinte d'affition que nous propose de découvrir Pierre-Paul Castelli. Les traditions taurines comme ciment de l'identité communautaire, c'est toute la démarche de l'opération Graines de Raseteurs, Graines de Torero, dont l'édition 2010 a été présentée aujourd'hui par Nîmes Métropole. On a créé maintenant 6 ans cette manifestation qui a pris de l'ampleur. De Graines de Torero, on est venu à Graines de Raseteurs, concours d'abrivade et courses landaises. Donc c'est vrai qu'on a tout un panel de ce qu'on peut vivre dans notre agglomération en matière culturelle, surtout bien sûr la course camarguaise notamment. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, je crois que nos communes sont très attachées et sont enracinées à ces traditions de la Camargue. Et cette année, c'est 17 communes qui recevront Graines de Torero, 17 communes qui recevront Graines de Raseteurs. Donc ça prouve tout l'intérêt que portent nos maires de ces communes sur ces différentes manifestations. Reste à mesurer l'impact de cette manifestation sur les nouveaux arrivants dans les différentes communes de l'agglomération. Mon conseil municipal à Langlade, c'est un village qui a grandi et il y a beaucoup de personnes de l'extérieur. Donc moi j'ai des adjoints qui sont pas de la région, de la région du Nord ou
ou de la Savoie ou du centre, et il y en a certains qui me disent de René, avec tes taureaux, tu commences un peu à nous embêter, il n'y a que ça, il n'y a que des taureaux. Il faut savoir que non, que nous, dans les petites communes, on organise des abrivades bandines, mais aussi on organise d'autres choses, des spectacles, des concerts, des spectacles théâtraux, donc on organise autre chose. Il faut essayer de faire un équilibre entre les taureaux et autre chose. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire passer le message. Mais c'est vrai que moi, dans mon village, j'ai des personnes qui réagissent mal, quoi. Bon, j'ai eu des plaintes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse passer les abrivades dans les rues du vieux village, quoi. Donc on a changé, on a essayé d'expliquer. Petit à petit, on y arrive, quoi. Mais c'est pas facile, hein. Graines de Torero démarre le 1er mai à Saint-Côme pour se clore le 9 octobre à Saint-Gilles. Graines de Raseteur débute le 11 juin à Saint-Dionysie. Finale le 3 septembre à Saint-Chapte. Et l'affiche, ce sont des collages de Laurent Harpinon. Et on aura beaucoup plus d'informations sur cette opération Graines 2 vendredi soir dans Forum 18h30 avec les organisateurs, René Abric bien sûr, on vient de le voir, mais également les organisateurs côté course camarguaise et côté Torero, Tauromachie, école de Tauromachie de Nîmes, je vais y arriver. Avec 14 manades retenues pour les concours d'abrivado, 8 courses hollandaises et 17 courses pour graines de raseteur et graines de torero, selon le programme qui a été présenté dans ce sujet. Absolument, et si on allait faire un tour de côté de Saint-Martin-de-Crau. Oui, après les Becerras de graines de torero, place à la novia d'une autre course de ce type, avec des taureaux âgés cette fois-ci de 3 ans, qui a été proposé en ouverture de la Feria de la Crau. Un cycle qui s'est achevé hier soir sur le succès d'Alberto Aguilar, un public fidèle qui a assisté à cette course sur les gradins des arènes de Saint-Martin-de-Crau, avec à la clé un moment rare et particulièrement apprécié, la grâce d'un taureau d'Alain Tardieu. Moment de bonheur partagé par l'éleveur et le noviero, et que je vous propose de découvrir sur ces images d'Olivier Michel. Ce taureau est l'heureuse surprise du dernier week-end de feria organisé à Saint-Martin-de-Crau. Propriété de l'éleveur arlésien Alain Tardieu, Sabanero a été gracié samedi après-midi sur le sable des arènes Louis Thiers, après avoir étalé caste et mobilité dans la moulette du noviero andalou Esaú Fernandez. Un événement qui a conclu une noviade jusqu'alors terne et qui a rempli de bonheur le ganadero français. Celui-ci, il était impliqué, il a pris 2 pics, il aurait pu en prendre plusieurs avec de la classe et je crois après avec la force, il répétait beaucoup de transmissions, ça a été un novio d'émotion, hein. Même un début de faine à 2 mulettes jusqu'à la fin, il a duré, il n'a jamais baissé les bras. Non, c'était un grand moment, grand moment. Allez hop, Qui c'est? on sort, allez, eh oui, pousse. Mais pour vivre de grands moments en tauromachie, il faut être deux. Face à Sabanero, la silhouette longiligne du sévillan Esaú Fernandez a su se mettre en évidence. Par des gestes stylisés et une réelle envie d'exprimer les qualités du novillo d'Alain Tardieu, excellemment piqué par le picador français Jacques Monnier, Esaú Fernandez a su marquer d'une pierre blanche sa présentation en qualité de novillero dans notre pays. Je suis très heureux de ce triomphe car j'avais besoin de connaître un tel après-midi en France. Ça a été un novillo extraordinaire et je me suis vraiment régalé face à lui. Une sortie en triomphe partagée par l'éleveur et le novillero qui appelait des lendemains heureux. Même si la grande porte des arènes Louis Thiers est restée fermée le dimanche, le madrilène Alberto Aguilar n'a pas démérité, loin s'en faut. Auteur des meilleurs gestes de l'après-midi, le protégé de Stéphane Fernandez-Meca a ravi l'unique oreille de la corrida de Prieto de la Cal, à l'issue d'une faine particulièrement décidée et idéalement tracée sur le côté gauche. Courageux à l'extrême devant l'impossible deuxième, qui le prit à 2 reprises, Aguilar a gagné le respect du public saint-martinois, s'adjugeant par ailleurs le trophée du triomphateur. À ses côtés, les toreros français Julien Lescarré et Mehdi Savali n'ont pu faire mieux qu'un salut au tiers, en dépit d'un investissement sans faille face à des prietos parfois plus durs que les pierres de la Crau. Oh, ils sont beaux. Et oula, j'étais admiratif du taureau, pardon, excusez-moi. Et donc, on le disait tout à l'heure avec ces images de José Tomás, c'est pas facile de se mettre devant un taureau, c'est pas facile en corrida et c'est pas facile non plus en course camarguaise, bien sûr. Oui, en effet, après la tauromachie espagnole, place à la bouvine avec un week-end là aussi particulièrement intense et exigeant pour les tenues blanches. Parmi les temps forts de la journée dominicale, Patrick Mallet a noté hier à Vauvert
Le retour dans les pistes de Rodin, le cocardier de la Manade des Baumelles qui a retrouvé la chaleur des pistes après 7 mois d'absence. Une course particulièrement animée qui a vu une implication sans faille de la part des raseteurs. Vous allez vous en rendre compte sur ces images spectaculaires de Jean-Pierre Mas. Avant le traditionnel jeudi de l'Ascension à Vauvert, le public était venu en nombre ce dimanche pour l'un des plus beaux plateaux présentés lors de la temporade 2010. Un public qui était aussi sans doute là pour voir enfin le retour en piste du taureau Rodin de la Manade des Baumelles, qui, depuis sa blessure à Nîmes en septembre dernier, n'avait plus foulé le sable des arènes. Pour sa reprise, le taureau n'a rien perdu de ses qualités premières. Vitesse, anticipation, placement et surveillance de tout ce qui bouge en piste sont ses principales qualités. Bien sûr, ce ne fut pas l'un des meilleurs quarts d'heure de sa carrière, mais ce qui est sûr, c'est que Rodin, l'un des meilleurs taureaux la saison dernière, sera bien là encore en cette année 2010. L'autre bio qui n'aura pas manqué sa course, c'est Gaveau de la Manade de Loupantaille. Lui aussi est dans un registre très cocardier et capable de très fortes anticipations. Et dans cet après-midi, son partenaire de jeu idéal fut Adil Benafitou. Le talentueux gaucher lui livra des rasés à couper le souffle. Plusieurs fois, Gaveau et Adil ne firent plus qu'un dans cette journée. Damien Mounté aura été égal à lui-même. Tel un gladiateur des pistes, il aura pris des coups, mais aura continué à retourner au combat face à tous les cocardiers. Avec l'autre droitier Benjamin Villard, ils forment le trio des tenues blanches en vue durant cet après-midi. Une après-midi où les cocardiers auront cédé la place aux taureaux barricadiers, mais où tous, durant cette journée, auront été dominateurs. On attend à présent avec impatience du côté de Vauvert la journée du jeudi de l'Ascension et, on l'espère, le retour en piste d'Adrien Pujol, le grand absent sur blessure de ce trophée des Acélides en ce début de saison. Et c'était spectaculaire aussi du côté des Noirs et des Blancs. Vous avez vu ça, si ça accroche, si ça saute, il faut avoir si ça se fait accrocher. Le cœur bien accroché. Vous avez prévenu, et le crochet affûté. Un journal très très difficile, cher Christophe. Et demain soir au menu justement de Noir et Blanc, l'émission de Patrick Mallet, un retour sur la Royale de Fabre-Mayen dans les arènes de Château-Renard, l'inauguration des nouvelles arènes de Bouillargues, la course de Saint-Laurent-des-Gouzes ainsi que les espoirs de Nicolin. Sans oublier notre retour, celui en plateau de Jackie Siméon, le consultant course camarguaise de Télémiroir, qui est rentré Pierre-Paul de la Ferrière de Séville, où il a pu apprécier un roulis exceptionnel. Je sais, ça vous plaît que Jackie Siméon, mais Jackie Siméon, il est comme ça, il est passionné de taureaux, que ce soit course camarguaise ou corrida, etc. Ça lui plaît. Jackie Siméon, qui on se souvient avait été grièvement blessé il y a une vingtaine d'années dans les arènes d'Arles. Un coup de corne quasiment similaire que celui de José Thomas. Celle que l'on a vue sur José Thomas tout à l'heure. Voilà, et Jackie Siméon qu'on est évidemment ravi, bien content d'avoir parmi nous, de le compter parmi nos consultants. Merci, cher Christophe, pour ce journal. Merci, bonne soirée. À demain pour de nouvelles informations. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Pardon pour le débordement, mais ça valait la peine. Et puis à très très bientôt sur Télémiroir.